Salut à toutes et tous, moi c'est Margot, détective autoproclamée en prévention du risque. À mes côtés, vous allez mieux comprendre, et moi aussi, comment la recherche nous aide à limiter les risques dans notre vie quotidienne. Vous allez aussi découvrir de super projets soutenus par la Fondation Maïf, une fondation reconnue d'utilité publique. Dans ce podcast, c'est une sorte d'enquête que je mène et pour ça, je m'entoure à chaque épisode d'une équipe de rêve pour ne rien laisser au hasard. Enquête de prévention, un podcast de la Fondation Maïf. Ah ouais, c'est la campagne ici. Salut Nicolas. Salut Margot, alors, t'as trouvé ? Écoute, oui, je crois que j'ai trouvé. J'ai passé Loche et là je suis dans un petit village. C'est en pleine Cambrousse et je suis garée juste à côté de l'église. Ok, alors je te rappelle les faits. Depuis le début de l'année, de nombreuses chutes de personnes âgées ont été enregistrées ici. On essaie de comprendre pourquoi. Yves, t'attends près de la mairie. Ouais, ok, ça marche. Attends, je te laisse, il y a Laurence qui est en train de me rappeler là. Oui Laurence. Ouais Margot, j'ai oublié de te dire, si tu croises des habitants qui semblent avoir plus de 55 ans, demande-leur s'ils veulent bien te laisser leurs coordonnées. C'est un petit peu délicat quand même, pourquoi tu veux que je fasse ça ? C'est pour notre programme, je t'expliquerai plus tard. Ok. Salut Yves. Salut Margot. Alors, est-ce que t'as pu interroger du monde ? Ouais, plein. On a proposé des tests d'évaluation pour dépister les problèmes d'équilibre. Écoute, ça s'est super bien passé. En revanche, 3/4 des personnes présentes étaient des femmes. Et ça, c'est problématique. Tu comprends ? Ouais. Enfin, je crois. Et ça me pose quand même pas mal de questions. Comme on se retrouve, je vous présente officiellement tous les trois. Yves Morales, sociologue du vieillissement, spécialiste de l'activité physique et directeur du laboratoire Cresco. Laurence Delpy, directrice de Aquiotherme, association thermale de Nouvelle-Aquitaine. Et Nicolas Roumagne, cofondateur de l'entreprise solidaire d'utilité sociale Ressentez-vous. Bienvenue autour de cette table. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Très bien. Alors, j'aimerais être totalement transparente avec vous. Il y a encore peu, je ne mesurais absolument pas le risque de chute des seniors. Et puis, je suis tombée sur ce chiffre, 20 000. En 2024, en France, plus de 20 000 personnes, donc de plus de 65 ans, sont décédées à cause d'une chute, selon Santé publique France. Juste à titre de comparaison, 3 000 Français sont morts d'un accident de la route cette même année, selon les chiffres cette fois-ci de l'Observatoire national de la sécurité routière. Donc on n'est pas sur un épiphénomène. Tous les trois, vous travaillez et vous participez à des projets de recherche soutenus par la Fondation Maïf sur justement la prévention des chutes des seniors. Alors, je vous pose la question, comment vont les plus de 65 ans ? Ils vont plutôt bien en général. Mais maintenant, si on regarde plus spécifiquement une partie des personnes âgées, surtout à partir de 65, 70 ans, alors on se rend compte qu'une bonne partie d'entre eux ont des préfragilités ou des fragilités avérées. Et surtout s'ils sont un peu éloignés des grands centres dans lesquels ils peuvent être rapidement dépistés. Toi, Laurence, tu les côtoies aussi beaucoup en cure thermale. Comment ça évolue justement ? Comment vont les seniors ? Alors les seniors qui vont dans les établissements thermaux de Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs, c'est des seniors qui ont des maladies chroniques. Donc c'est des seniors qui prennent soin d'eux, sinon ils ne seraient pas dans les établissements thermaux. Mais ce qu'on constate, c'est que certes ils font attention à leur santé, mais la prévention n'est pas encore le souci majeur. Pourquoi, quand on vieillit, on a plus de risques de chuter ? Parce que, en fait, le vieillissement normal a un des effets, notamment sur le plan musculaire. À partir d'une quarantaine d'années, on commence à perdre de la force musculaire si on ne fait pas d'exercice physique. Donc déjà, sur le plan physique, il y a quand même des effets sur lesquels on peut remédier, mais en tout cas qui sont physiologiques, si je peux dire. Et puis après, il y a des chutes aussi parce que il y a des facteurs de risque supplémentaires, les médicaments, le chaussage, la lumière et tout ça, c'est aussi accentué par le vieillissement. Donc c'est là c'est plusieurs raisons qui font que la chute est multifactorielle. Ce que tu évoquais avant, c'est ce qu'on appelle, j'ai appris ce terme, la sarcopénie, c'est ça ? Exactement.
Et ce chiffre justement de 20 000 morts en 2024, j'ai vu qu'il avait augmenté par rapport à 2019 et visiblement ce n'est pas simplement dû au vieillissement de la population. Alors est-ce qu'on l'explique ou pas, ce chiffre ? On peut l'expliquer par différents facteurs qui sont liés au mode de vie des personnes âgées. Donc certains chutent parce qu'effectivement ils ne font pas attention à eux, parce qu'ils continuent... Donc moins attention à eux si ce chiffre augmente ? Ils font moins attention à eux dans la mesure où ils ont moins conscience des risques dans lesquels ils peuvent éventuellement s'engager. Et donc à partir de là, s'ils ne préviennent pas eux-mêmes les risques de chute et qu'ils continuent à avoir une vie à peu près classique, alors ils vont augmenter le risque de chute. Par exemple, s'ils sont trop sédentaires, alors ensuite, dès qu'ils vont être en mouvement et s'engager dans une activité, alors ils risquent plus facilement de chuter. Quelles sont les principales croyances au sujet des chutes des seniors ? Alors, Nicolas. moi j'en vois une sur laquelle on a beaucoup travaillé dans notre programme de recherche, c'est que le fait que plus on est assis et plus on est en sécurité. Et justement, c'est exactement l'inverse, c'est que plus on est assis, plus on risque de perdre de la force musculaire et plus on se sédentarise et plus on a des risques de chuter. C'est bien le mouvement qui prévient et pas le fait de rester assis qui nous permettent de nous mettre en sécurité. Je plaide coupable, hein. Moi, ma grand-mère de 95 ans, qui est pourtant encore très active, souvent je lui dis « Mais attends, bouge pas, j'y vais ». Elle me dit « Mais laisse-moi y aller, si je le fais pas, je vais perdre mes muscles ». Et elle a raison. Et effectivement, et c'est le cas même en institution, quand on vieillit, beaucoup des soignantes disent « Vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous, je vais faire la toilette à votre place, je vais vous déplacer en fauteuil plutôt qu'à pied pour aller au restaurant, même s'il est à 50 mètres ». Donc ça a été un énorme facteur sur lequel il fallait qu'on travaille. D'autres croyances au sujet justement des chutes des seniors qui vous viennent à l'esprit là ? Bon, dans l'immédiat, pas de croyances avérées, mais surtout des modes de socialisation, c'est-à-dire des dispositions acquises par les personnes qui vont les amener à être plus ou moins dans une situation de risque. Je m'entends, les personnes qui ont effectivement toute leur vie durant été habituées à faire une activité physique régulière et à s'engager dans un mode de vie plus actif, ont moins de risques. Ceux qui ont au contraire par exemple, ont beaucoup travaillé dans leur vie et se disent, à partir de leur socialisation, il est temps maintenant de se reposer, cela augmente le risque de chute lorsqu'ils se remettent en mouvement. Puis surtout, ce qui est intéressant dans les études que nous avons pu mener, c'est qu'il y a une vraie différenciation homme-femme. C'est à travers le projet PÉCHU, donc PÉCHU pour prévention et évaluation des chutes des seniors. Alors, c'est un programme itinérant d'évaluation. On va se déplacer d'une ville à l'autre, éloigné des grands centres, et on va proposer une évaluation aux habitants. Ça se passe comment, juste pour qu'on comprenne ? C'est que vous posez vos valises, et c'est une petite caravane ? On a une petite camionnette dans laquelle on déplace une fausse cuisine aménagée. On a du matériel avec des capteurs pour évaluer physiologiquement les risques d'équilibre. On a également un questionnaire sociologique qui va permettre d'avoir un entretien avec la personne. Tout ça est piloté, organisé par des ergothérapeutes. Et on fait passer 3 sortes de tests. Donc un plutôt physiologique, avec ces capteurs électroniques qui captent l'équilibre et les variations d'équilibre et donc les risques de chute lorsque la marche est moins bien assurée. On a une évaluation dans une cuisine où on fait faire des gestes de la vie quotidienne. Et ça nous permet d'observer les hésitations, les difficultés rencontrées par les personnes. Tout cela est codé, ça donne un score de fragilité lié à l'équilibre. Et puis on a cette enquête sociologique qui nous permet d'avoir une connaissance assez fine des modes de vie des personnes et de leurs habitudes et de leur manière de se comporter habituellement. Et ça, c'est un programme qui est toujours en cours, c'est en Indre-et-Loire, c'est ça ? Alors, c'est un programme qui vient de cesser dans sa phase d'évaluation initiale et dans ses résultats initiaux, mais c'est un programme qui peut se reproduire, se diffuser, se déployer dans d'autres régions et dans d'autres espaces. Il faut penser que ce programme est prévu justement pour aller à la rencontre des personnes qui sont les plus éloignées des systèmes de soins. Donc on va aller dans des zones, on va dire, moins peuplées et on va proposer cette évaluation à toutes les personnes. Et je disais hommes et femmes tout à l'heure. C'est ça. Une partie des hommes ne viennent pas, une bonne partie des hommes ne viennent pas, ce sont plutôt des femmes qui viennent. Ça veut dire qu'elles sont plus attentives
à leur prévention des chutes, hein. Elles sont plus attentives à leur entretien. Quand les hommes se sentent ou trop sûrs d'eux-mêmes ou pas très intéressés par ce genre de test. Et du coup, c'est un petit peu inquiétant parce qu'effectivement, ils échappent à l'évaluation. Ils ne prennent pas conscience qu'ils peuvent chuter parce qu'on leur donne des éléments concrets de risque de chute. Et donc, on voit bien qu'il y a une différence d'attitude des hommes et des femmes par rapport à cette prévention des chutes. Alors, il me semble qu'il y avait aussi une dimension sur l'instruction, les études, l'impact que ça peut avoir aussi sur les chutes. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on a été surpris par les résultats, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient des catégories socio-professionnelles les plus dominées, on va dire, celles qui ont les moins de ressources, sont celles qui chutent plus. Mais statistiquement, c'est très significatif. Oui. Tandis que les CSP+, hein, on dit les catégories socio-professionnelles les plus élevées, eh bien, chutent moins. C'est ce qui met en évidence une inégalité sociale de santé et ce que nous avons appelé une inégalité sociale de fragilité par rapport au risque de chute. Et ça, c'est à la suite donc des tests que vous faites. J'imagine qu'il y a des recommandations qui sont faites après ces tests-là. Ça aussi, Laurence, c'est des choses qui sont faites en cure thermale. Vous venez, mais derrière, il y a des recommandations. Comment on fait en sorte pour qu'elles soient suivies, ces recommandations ? Parce que derrière, on les lâche un peu dans la nature, ces personnes. Alors, dans les établissements thermaux, on essaie de ne pas les lâcher dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a la cure thermale en elle-même qui dure 3 semaines. Et après, les établissements thermaux gardent le lien avec leurs curistes qui reviennent souvent d'une année sur l'autre. Alors, il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a un outil qui s'appelle Thermassist et qui permet d'envoyer des petits mots, c'est une application, des petits mots, des conseils tout le long de l'année aux curistes, de manière à maintenir ce lien et de lui envoyer quelques bonnes pratiques. Est-ce que vous avez bien marché ? Est-ce que vous avez vos activités ? Est-ce que vous allez revenir en cure ? Comment vous allez pouvoir améliorer votre santé ? Alors ça, est-ce que vous avez bien marché ? Ça m'interpelle parce que ça fait écho au fait le fameux message, dire bon, je fais 30 minutes de marche, de sport par jour. Ça peut fonctionner justement avec des personnes qui ont une instruction ou qui font partie d'une catégorie professionnelle assez élevée, mais ça fonctionne pas avec tout le monde. Ça, c'est des choses que Yves, vous avez pu voir, et Nicolas aussi. Nicolas, notamment, moi j'ai vu que vous disiez que ça pouvait même générer de l'anxiété, en fait, cette phrase, faites 30 minutes de marche. C'est une pression. C'est une pression sociale sur le fait qu'il y ait une injonction à pratiquer de l'activité physique pour rester en bonne santé. Et donc, dans cette pression-là, on se dit, mince, il faut que je sorte parce que sinon je ne serai pas en bonne santé, etc. Ou on se décourage, on se dit, de toute manière, c'est pas fait pour moi parce que je n'arriverai jamais à le faire. Il y a une démotivation, elle fait, est-ce que je prends des risques quand je sors ? Est-ce que j'ai envie d'y aller tout seul ? Puis en plus, je suis dépendant de la météo, etc. Donc, il y a plein de freins à cette activité physique. Pour nous, un des freins les plus importants, c'est de le faire ensemble. C'est l'activité physique seule. Elle marche, en tout cas chez les seniors qu'on a rencontrés, elle marche avec un animal, j'allais dire un chien, c'est souvent l'animal de compagnie qui est le plus utilisé pour sortir, mais c'est rare de se balader avec un iguane, en tout cas pour les seniors. Ce serait un rythme plus tranquille. Peut-être. L'idée de faire ensemble, en tout cas c'était un des enjeux du travail qu'on a réalisé, c'est... Donc avec Capédan justement. Exactement, comment on peut partager une activité et avec qui partager une activité. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on s'est dit, en fait, les aidants proches et les aidants professionnels, donc toutes les professionnels qui travaillent en proximité avec les personnes âgées à domicile, comment on va les amener à partager une activité physique simple et sécurisée. Donc c'est effectivement le programme Capédan qui a montré ça. Ce que je te propose, c'est qu'en fait, tu sortes ton téléphone et qu'on teste ensemble un petit exercice. C'est une application donc pour les aidants professionnels, donc des personnes qui sont vraiment formées pour accompagner les personnes âgées, et j'imagine qu'elle se forme aussi volontairement, au volontariat sur cette application pour venir faire pratiquer un peu d'activité physique aux personnes âgées. Donc ça peut être par exemple la personne qui s'occupe du ménage de cette personne âgée. Enfin, il y a plein de choses. Et Nicolas, je te laisse prendre la suite pour nous dire comment ça se passe. Et puis, vous allez vous lever, vous allez faire ce petit exercice. Et moi, je vais vous commenter ce petit exercice en direct. Alors, on ne va pas avoir forcément besoin de se lever. Le programme s'appelle Capédan, effectivement, dans lequel on va sensibiliser les aides à domicile, etc. Mais l'application s'appelle Actidio. Si à un moment vous allez rechercher sur Android Store, vous ne trouverez pas Capédan. Alors, comment on l'appelle ? Vas-y, tant qu'on y est. Actidio, Actiduo. Ok.
Donc pour activité physique en duo. Donc effectivement, pour expliquer rapidement, l'idée c'est que tous les professionnels de proximité, aides à domicile, aides-soignantes, qui se déplacent dans le logement, elles prennent l'Actiduo, elles mettent sur leur téléphone et donc elles partagent une activité physique de 20 à 30 minutes. Donc l'activité est simple, ce type d'exercice, voilà, je vais vous faire voir et donc du coup je vais me mettre en situation pour faire plaisir à Margot. Merci Nicolas. Donc, vous voyez, là, Mais ça exemple, se fait à deux, donc je propose que vu qu'Yves est juste à côté de toi, vous le fassiez ensemble. bien oui, Et moi, avec plaisir. Et allez-y messieurs, on vous regarde. Et alors, une des particularités d'Actiduo, c'est que le modèle, c'est la personne et non le téléphone. Donc c'est bien une activité relationnelle dans laquelle, par exemple, là, on vient... Donc là, on monte les mobiliser genoux en restant assis. les genoux. Voilà. Hop, on s'arrête et on va passer aux épaules. Épaule droite en l'air, épaule gauche vers l'oreille, épaule droite, épaule gauche, parce que épaule gauche vers l'oreille droite, ce serait plus compliqué. Donc on monte vers son oreille, ok. Et ça dure combien de temps? Alors, l'échauffement, il y a 7 à 8 exercices. D'accord. C'est programmé Ouais. à l'avance. Pas mal. Et ça, c'est à quelle fréquence? C'est en fonction du soignant, de l'aidant qui vient toutes les semaines alors? Alors quand c'est un aidant proche, c'est à la fréquence qu'il le souhaite. Quand il va visiter sa maman, son Mhm. papa, il utilise l'application, il le Parce que sort. j'ai dit pour les professionnels, mais c'est pas uniquement pour les professionnels. Alors, l'étude a été pour les professionnels, on est en train de le développer pour les particuliers. Donc là, aujourd'hui, c'est opérationnel pour les professionnels, tous les aides-soignants, toutes les aides à domicile qui utilisent, si effectivement l'employeur en fait la demande, parce que ça passe par l'employeur. Ouais. Parce que vous dites comment ils le font, c'est bien inscrit dans leur travail. Ça veut dire que c'est un moment, la personne va faire du ménage, et puis elle va revenir un temps, 20 minutes, pour pratiquer l'activité. Donc c'est bien l'auxiliaire de vie qui a un lien déjà privilégié de confiance avec la personne, qui va partager cette activité physique en sécurité grâce à l'application. Ok. Et ça, il y a des retours un petit peu justement. On voit l'impact que ça a sur les chutes? Sur les chutes, on l'a pas vu directement. Par contre, sur l'activité physique, on l'a vu et on l'a vu sur la question du lien. On sait qu'il y a 750 000 personnes âgées qui sont en situation de mort sociale en France à domicile. Donc ça veut dire que la question du lien, elle est hyper importante et donc toutes les personnes qui peuvent aller de manière supplémentaire faire des visites chez les personnes âgées qui sont isolées à domicile, c'est un renfort supplémentaire. Juste mort sociale, qu'on revienne sur ce terme. Mort sociale, c'est que ça veut dire qu'elle ne voit une à moins d'une personne par semaine. Ouais. Et donc 750 000. 750 000 en France, donc c'est beaucoup. En fait, on a changé les habitudes. Les gens nous disent, les personnes âgées nous disent, en fait, je reproduis des exercices à la maison. On a fait ça avec Christelle cette semaine, et là, je refais des exercices quand je suis dans ma cuisine, de mobilité, des épaules, des doigts. Ça, c'est hyper important pour nous parce que on commence à inscrire dans le quotidien des activités physiques simples. Prévenir les chutes, ça peut aussi passer par la technologie, et notamment l'IA. Pour prévenir les chutes, justement, c'est ton projet, Laurence, Prévichute. Ça semble un peu incroyable. Comment ça fonctionne exactement? Alors, en fin de compte, l'idée, c'est de s'attaquer aux plus de 55 ans. Donc, c'est-à-dire avant que les gens chutent. Donc, on reprend 3 types d'informations, un petit peu les mêmes que celles dont a parlé Yves, c'est-à-dire des indicateurs de santé, des indicateurs de vie quotidienne, d'habitude de vie, et des données fonctionnelles. Et donc, il y a à la fois un questionnaire et un test, c'est ça, je crois, sur un tapis hyper connecté après quand on est en Et en cure. fin de compte, 2 questionnaires. Ah, d'accord. Un premier questionnaire qui est un questionnaire de santé, c'est-à-dire qu'on va, avec l'infirmière ou un professionnel de santé, remplir ce questionnaire pour voir quels sont les problèmes de santé qu'a la personne. Un questionnaire habitude de vie, c'est-à-dire comment est mon logement, comment sont mes chaussures, est-ce que je promène mon chien, quelles sont mes habitudes de vie. Et le dernier volet, effectivement, c'est un tapis qui a été développé par une entreprise espagnole qui s'appelle Tecnalia, et qui va permettre, grâce à des capteurs, de comprendre si on est à l'équilibre ou pas, quelles sont nos positions et nos statures. Et donc derrière, de les corriger pour justement prévenir les chutes. Alors, le tapis ne les corrige pas. Donc, je veux dire, Après- par exemple, peut-être un podologue dire, bah voilà, peut-être que là, en fonction de votre marche, il faudrait avoir telle semelle, genre A de choses. priori, oui. Mais après, l'idée de Prévichute, c'est surtout de récupérer l'ensemble de ces données et de créer un modèle donc qui fonctionnera grâce à un outil d'intelligence artificielle pour prévenir les chutes et les comportements en fonction des données d'habitude de vie, de santé et de les positions d'équilibre des personnes. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra anticiper avant même les 65 ans. Donc 55 ans, tu disais d'ailleurs. Exactement. Donc nous, la base, on est parti des plus de 55 ans, mais effectivement, c'est de se dire, si on a un risque de chute fort à 55-56 ans, on peut encore
travailler ce risque pour qu'il diminue, qu'on diminue le scoring et en fin de compte que cette chute n'arrive pas 10 ou 15 ans plus tard, ou au moins qu'on la recule. Mais tu disais 55 ans, mais finalement, ça peut être bien plus tôt. À quel âge on peut commencer la prévention sur les chutes des seniors ? Bébé. La première arme anti-chute, c'est l'activité physique. Dans l'enquête que nous avons faite, on a statistiquement observé que tous ceux qui pratiquaient une activité physique régulière ne chutaient beaucoup moins que ceux qui ne pratiquaient pas d'activité physique régulière. Et puis oui, dès lors que c'est une routine, ça devient beaucoup plus simple après Absolument. de la maintenir. En plus du fait qu'il puisse y avoir aussi des gens qui ont une activité physique régulière qui peuvent chuter sans se faire mal. On parlait des 20 000 personnes qui décèdent. Il faut penser aussi à tous ceux qui, derrière, vont avoir de la chirurgie à faire ou des problèmes thérapeutiques. Et juste pour revenir sur le message, qu'est-ce qu'on dit alors à une personne, par exemple, si dans notre entourage, notre grand-père, notre grand-mère, notre père, notre mère, peu importe, en tout cas une personne senior doit marcher ces 30 minutes, mais ne sera pas réceptive à ce message. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Il faut savoir d'abord qu'un message homogène ne fonctionne pas. Il faut adapter le message à la personne et lui trouver les occasions de bouger. Et puis surtout, il faut que la personne soit convaincue que c'est effectivement bon pour elle. Donc il faut lui donner des moyens de rajouter du plaisir à bouger. Même avant 65 ans, mais bien sûr. À mon sens, il faut lutter contre la représentation que l'activité physique, c'est pas le sport. Et ça, c'est hyper important parce que moi, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est trouve ton activité physique. Parce qu'il y a le chien, il y a les courses, il y a peut-être la gym volontaire. La belote. Un petit peu moins. Il y a une multitude on va de avec ses manières copains. de faire de l'activité physique. J'en suis sûr que tout le monde peut s'y retrouver. Il faut juste arriver à se dire à quel moment je vais prendre du plaisir à faire cette activité. Donc trouver son activité physique, ça c'était le conseil de Nicolas. Yves, un conseil justement pour prévenir les chutes justement et garder son équilibre. Déjà ne pas culpabiliser les personnes, mais trouver mal, ça. ressort de leur engagement dans une activité physique. Les grandes recommandations politiques, faire 30 minutes d'activité physique par jour, faire 10 000 pas, etc. C'est vrai. Mais... c'est vrai, mais comment fait-on ces 10 000 pas ? Avec qui ? Dans quelles conditions peut-on les faire ? Dans quel cadre on va trouver la motivation de bouger. Laurence, un conseil ? Aller en cure thermale. Moi, j'en retiens un aussi quand même, c'est en tant qu'aidant ou en tant que proche, laisser les personnes âgées aussi faire les choses par elles-mêmes et arrêter de vouloir bien leur faciliter la vie. Les encourager. Les encourager, exactement. Merci beaucoup à tous les trois, Yves Morales, Laurence Delpier et Nicolas Roumagne. Je rappelle que l'on peut retrouver vos projets de recherche sur le site de la Fondation Maïf. Enquête de prévention est un podcast de la Fondation Maïf, réalisé par René Prod. Nouvelle to-do list, 2 points à la ligne. Appeler Monique, à la ligne. Adopter un chien pour mamie, à la ligne. M'inscrire à un cours de pilates.